Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir dans ce nouveau live de la page Envolez-moi, en présence de Roselyne Laloupe. Donc bonjour Roselyne. Bonjour Catherine. J'attends que peut-être quelques-uns se connectent en direct, le temps que vous nous trouviez sur votre Facebook et que vous puissiez venir avec nous et poser toutes les questions que vous avez envie de poser à Roselyne. En tout cas, moi, je suis ravie d'accueillir Roselyne aujourd'hui. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait et j'avais très envie de vous la présenter et de vous la faire connaître. En fait, moi, Roselyne, je l'ai connue sur les réseaux sociaux, en tout cas sur le réseau social de prédilection de Roselyne, hein, à savoir LinkedIn, où tu es très présente. Donc, si vous êtes intéressé par cette interview, si vous ne la connaissez pas encore, je vous invite à la découvrir sur LinkedIn parce qu'elle fait toujours des posts qui sont très décalé, je dirais presque des fois un peu trash, un peu, en tout cas qui détonne sur le sujet du recrutement. Donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant de pouvoir l'entendre sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, à savoir comment faire justement une candidature qui percute. Alors, j'ai choisi le sujet de la reconversion, puisque le sujet de la reconversion est un sujet qui me parle et dont mon audience et les clients qui me suivent sont concernés par ce sujet-là. Donc, je trouvais que c'était très intéressant d'avoir un petit peu ton angle de vue là-dessus, parce que justement, encore une fois, tu mets beaucoup en avant l'audace, le fait de ne pas faire forcément comme tout le monde. Donc, je pense qu'on va pouvoir avoir plein d'astuces et surtout bien comprendre en fait la philosophie qui peut fonctionner. Donc, on va le voir ensemble. Je vois que ça y est, quelques personnes se sont connectées. Donc, bonjour à tous ceux qui sont avec nous. Bonjour Alexandra. Bonjour Floriane. J'espère que vous allez bien tous. Et en attendant, peut-être que certains d'entre vous puissent nous trouver et se connecter parce que vous étiez nombreux à nous avoir dit que vous étiez intéressés pour suivre cette interview et j'en suis ravie, Roselyne aussi. Je vais déjà commencer peut-être par me présenter pour ceux qui viennent pour la première fois sur Envol et moi et qui ne me connaissent pas. Et comme ça, ensuite, je laisserai toute la place à Roselyne pour répondre aux quelques questions qu'on a préparées, nous, de notre côté, mais aussi répondre aux vôtres. Donc, pour ma part, donc, je suis Catherine Pi, je suis psychologue du travail de formation et j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années en tant que responsable ressources humaines dans les entreprises, jusqu'à connaître un burn-out professionnel qui, comme je le dis, pour moi, a changé ma vie, mais il a changé ma vie en mieux, ce burn-out, parce que cet épisode m'a permis de me poser les bonnes questions et finalement, eh bien, de créer Envolez-moi il y a un peu plus de 2 ans de cela maintenant. Donc, Envolez-moi, dans Envolez-moi, en tout cas, qu'est-ce que j'y fais Eh bien, mon objectif, c'est d'aider et c'est d'accompagner les personnes qui ont connu un burn-out à rebondir justement sur le plan professionnel pour les accompagner à identifier un projet professionnel qui soit épanouissant pour eux et qui leur permette de retrouver du plaisir et aussi de l'équilibre. Et donc, par rapport à ça, on est souvent confronté à la question de la reconversion, de la candidature et comment je peux m'y prendre quand on a envie de changer de voie et que justement, suite à cet épisode de burn-out, on a envie d'aller voir ailleurs. Et là, il y a beaucoup de croyances, beaucoup de freins qui viennent. Donc, encore une fois, c'est le sujet dont on va parler. Donc, je les accompagne de différentes manières, soit pour ceux à qui ça vient d'arriver par le biais d'un programme en ligne qui s'appelle Rebondir, pour répondre à toutes les questions qu'on peut se poser quand ça vient de nous arriver, ou quand on a retrouvé un petit peu d'énergie et qu'on se demande est-ce qu'on y retourne, est-ce qu'on n'y retourne pas, qu'est-ce que je fais si j'ai peur de rechuter, j'aimerais bien faire autre chose, mais je ne sais pas quoi. Donc là, je vous aide à identifier un nouveau projet
projets professionnels qui, encore une fois, vous permettent de retrouver l'envie d'aller travailler. Et enfin, quand on a un projet, je vous accompagne jusqu'à sa réalisation quand le projet, en tout cas, est trouvé. Donc, en tout cas, si tout ça vous intéresse et si vous connaissez des personnes qui sont intéressées ou concernées par le sujet du burn-out, je vous invite à aller consulter le site envolez-moi.com ou si vous êtes en plein dedans, vous, aujourd'hui, à nous rejoindre sur le groupe privé qui est Rebondir après un burn-out, qui est uniquement réservé aux personnes qui sont concernées par un burn-out pour échanger avec des personnes qui sont dans la même situation que vous. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cette information autour de vous. Comme je dis souvent, on connaît toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est concerné par le sujet parce que malheureusement, c'est un sujet qui touche de plus en plus de monde. Donc voilà pour ma petite présentation rapide. Maintenant, je vais laisser la parole à Roselyne. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, mais je sais que beaucoup d'entre nous, là, beaucoup d'entre vous, en tout cas qui nous suivez, connaissent déjà Roselyne et c'est ce qui vous a fait venir ici. Mais peut-être que vous ne l'aviez pas encore vue parce qu'elle ne se montre pas beaucoup. Roselyne, donc c'est sa première interview. Et je suis ravie. Donc, Roselyne, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui? Bien sûr. Donc, je suis Roselyne Laloupe. Vous pouvez m'appeler RH qui vous veut du bien. J'aime bien ce titre-là. D'ailleurs, c'est le nom de mon site internet, de mon blog. Donc, ce que je fais, je sublime l'identité pro. Je crée des identités pro, en fait. J'aime bien me définir comme ça. En gros, j'aide les personnes, les professionnels à se mettre en valeur, que ce soit visuellement parlant ou au niveau du contenu en fait. J'aide les personnes à mieux raconter leur histoire professionnelle afin de convaincre n'importe qui. Parce que l'idée c'est ça, c'est séduire en fait un recruteur, un opérationnel, un manager, un directeur. Donc je fais ça avec différents outils, avec mes compétences en RH aussi, puisqu'à la base je suis diplômée en RH et communication. Donc grâce à mes outils, mes astuces, mes compétences en RH et communication, j'aide les personnes à mieux communiquer, à se valoriser. Je sais qu'en France, c'est un peu compliqué on n'a pas l'habitude de se mettre en valeur. Donc, j'aide les personnes à faire ça dans l'optique de trouver un job. Je fais la même chose pour les entrepreneurs. Je fais de la stratégie de com dans l'optique de trouver des clients. D'accord. Ouais. Alors, Et avant, en ouais, entreprise. c'est intéressant de savoir comment tu en es arrivé là, justement. Ah, ok. Ben, avant, en entreprise, en fait, je n'ai pas 20 ans d'expérience, contrairement à toi, Catherine. Je pense qu'à tout casser, j'ai 3 ans d'expérience en entreprise. Dans différentes entreprises, j'ai surtout fait des missions courtes, en fait. J'ai fait de la GPEC, de la formation, de la mobilité, du recrutement, de la communication interne aussi. Et à un moment donné, pour être sincère avec vous, j'en ai eu marre, en fait. J'en ai eu marre, non pas de mon métier, mais plutôt de l'entreprise telle qu'elle est. Parce que, faut le dire, c'est un environnement très politique en fait. On monte dans la hiérarchie parce que on connaît telle personne. Il faut, voilà, il faut avoir un certain masque en fait, porter un certain masque social. Et moi, je n'ai pas cette compétence-là malheureusement. Je n'arrive pas à porter ce masque et à faire de la politique. Et en plus, je me suis rendu compte que j'étais très indépendante. J'ai du mal à travailler avec une personne au-dessus de moi en fait. Un manager qui me dit fais ci, fais ça, hein. J'arrive pas. J'ai besoin de moi-même m'auto-gérer. Ouais. Donc, je me suis lancée. En plus, je trouve ça, c'était frustrant pour moi d'être en entreprise et de uniquement aider la direction. Je n'avais pas de temps pour aider les salariés, pour animer des entretiens, pour les aider à peaufiner leurs projets professionnels. C'est très rare, les RH en entreprise qui font ce genre de choses. Je pense que tu seras d'accord avec Ah moi, oui, Catherine. je suis d'accord. Ouais. Malheureusement, on passe assez peu de temps à aider les salariés de notre propre entreprise, alors que c'est ce qu'ils attendent d'ailleurs, malheureusement, et c'est aussi une des raisons qui fait que j'ai quitté ce métier. Ouais. Donc, je Ben voilà. comprends tout à fait. Et donc, du coup, tu as créé le site, enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est un site ou un blog, en tout cas, le blog au départ de une RH
veut du bien. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le titre. Je pensais à ça ce matin. Je me dis effectivement, c'est quand même un comble de se dire, voilà, ce titre, effectivement, moi qui me plaît beaucoup aussi, une RH qui vous veut du bien. Mais ça induit quand même quelque part qu'une RH d'ordinaire, les gens pensent que ça ne veut pas forcément du bien. Chacun est libre d'apprécier et de voir les choses comme il veut, mais c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup de retours de salariés, de chercheurs d'emploi qui me disent à chaque fois, j'ai passé un entretien, ça s'est mal passé. Ou alors, je suis partie voir la RH dans mon entreprise, je lui ai posé des questions, elle n'a pas su me répondre. Ou alors, elle n'a pas voulu me répondre, elle m'a envoyé chier. Donc, malheureusement, il y a beaucoup de personnes, et je ne peux pas mentir, il y a beaucoup de Ouais. personnes en RH qui soit n'ont pas cette fibre d'aider les personnes, ils n'ont pas cette empathie en fait, Mm. ou soit sont venus un peu par hasard dans ce métier. Donc au Ouais. final, ils ne prennent pas le temps et ils n'ont pas envie d'accompagner et d'être respectueux avec les autres en fait. Mm. Donc oui, il y a beaucoup de RH qui font mal leur boulot, clairement. Et moi, j'avais envie de me différencier, de me dire que non, je ne suis pas parfaite, par contre, c'est vrai, mais j'ai cette empathie, j'ai cette sensibilité. Je prends le temps de questionner, de comprendre le salarié. Mm. C'est pour ça que j'ai choisi. En fait, ce mot m'est venu tout seul. C'était évident, en fait. Ouais, ouais. Mais il Et est très c'est bien vrai trouvé. qu'il y a le côté un peu piquant qui me Ouais. caractérise bien. Voilà, tout à C'est fait. comme ça, en fait. J'ai besoin de piquer. Et Gentil. dans tes postes, voilà, tu piques toujours effectivement bah, cette réalité. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu dis, euh, je pense que les RH, il y a peut-être des RH qui sont pas compétents ou qui font pas bien leur travail. Il y a aussi beaucoup de RH qui malheureusement, enfin, en tout cas moi c'était mon cas, les objectifs que l'on nous donne en tant que notre employeur en tout cas ne nous dit pas passe du temps où ce qui est important c'est t'occuper des salariés. Donc, Clairement. les priorités sont pas Ouais, celles-là, et donc, ben, ça nous pousse par la force des choses à s'intéresser à d'autres choses qui sont pas forcément les attentes des salariés. Il y a aussi cette c'est vrai. réalité-là, je pense, à prendre en compte. Bon, en tout cas, voilà pour ceux qui ne connaissaient pas Roselyne, je sais pas si tu as autre chose à rajouter sur ton parcours, ta présentation, ou Non, tout est bon pour moi. Je laisse le mystère. tu laisses le mystère, c'est bien. Donc, Roselyne, effectivement, le sujet du jour, c'est de se dire, voilà, comment est-ce que je peux m'y prendre pour faire une candidature qui percute lorsque je suis en reconversion. Alors pourquoi ce sujet-là, encore une fois, est venu à l'ordre du jour? C'est parce que, encore une fois, moi, en tout cas pour ma part, j'accompagne donc après un burn-out des personnes qui décident de changer de voie et on se pose la question du CV, de la candidature, etc. Et quand on arrive à cette phase de bah oui, mais comment je vais faire, je vois apparaître un certain nombre de freins chez mes interlocuteurs et qui sont, je pense, le frein de beaucoup de personnes, se dire bah oui, mais bon, j'ai jamais travaillé dans le secteur, j'ai pas d'expérience, ça marchera jamais, je passerai jamais la barre du CV, j'intéresserai jamais personne. Ou mais non, mais maintenant je suis trop vieux, je suis trop vieille, à passer 40 ans, 45 ans, je vais pas me reconvertir, ça marchera jamais. Mhm. Donc voilà, tout un tas de préjugés, enfin ou de croyances en tout cas, de se dire mais aujourd'hui c'est extrêmement difficile de réussir à se reconvertir. Donc j'aimerais bien savoir ce que tu penses de ces freins, si d'après toi ils sont réels ou pas, ou est-ce que, ma foi, on est condamné à rester dans le secteur d'activité dans lequel on a commencé sa carrière, pas toujours par choix d'ailleurs, ou si on peut faire autre chose. Non, non, on n'est pas condamné. Honnêtement, je pense que, bon, ça c'est mon état d'esprit, mais je pense qu'on peut vraiment obtenir tout ce qu'on veut dans la vie. C'est compliqué. Clairement, une personne en reconversion, surtout si elle est plus âgée, elle a 40 ans, 45 ans, voire 50 ans, ce sera beaucoup plus compliqué en effet, parce qu'il y a tout un parcours en amont. Et en France, c'est vrai qu'on a tendance à avoir des parcours linéaires et même à privilégier en entreprise des parcours linéaires. On parle beaucoup de profils atypiques. Honnêtement, c'est pas les profils qu'on recrute le plus aujourd'hui. Donc, ces freins, ils sont justifiés, clairement. Les freins qui sont liés à l'expérience, le manque d'expérience et à l'âge. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut se dire que le recruteur, lui aussi, il a besoin d'assurer ses arrières aussi. Le recruteur ou l'opérationnel d'ailleurs.
Quand je dis opérationnel, c'est le responsable marketing, enfin, la personne qui a besoin de vous. Oui. Ces deux personnes ont besoin de sécuriser leur recrutement. D'ailleurs, je pense que c'est propre à la mentalité française aussi. On préfère la sécurité. On a du mal à prendre des risques, contrairement Mm. aux anglo-saxons, par exemple. Donc, entre une personne qui n'a pas d'expérience, qui a 2, 3 mois, et une autre qui a 5 ans, logiquement, on va prendre celle qui a 5 ans, même si le poste demande juste 3 ans d'expérience, parce que ça rassure. On se dit, je n'aurai pas besoin de former la personne, il n'y aura pas ce temps d'adaptation, ce sera clair, rapide, easy, quoi. Donc, ce frein, il est justifié. D'accord. Par rapport à l'âge, j'avoue, là, je comprends pas trop pourquoi on a ce frein, pourquoi on a du mal à recruter des seniors ou des vieux. Moi, j'utilise le mot vieux parce qu'il n'est pas péjoratif dans ma tête, hein. Donc, vieux, La jeune, question, c'est à partir de quel âge on est vieux, mais bon, on répondra pas à cette question. ça reste une question intéressante. Et en effet, je crois que c'est à peu près 40, 42 ans, 45. Ouais, 45, ouais. Mais On rentre dans la catégorie senior à partir de 45. voilà. Alors que finalement, on peut questionner cet âge-là. Mm. Mais oui, je peux pas te dire, je ne comprends pas pourquoi en France, on a du mal à recruter des personnes qui sont plus âgées. Est-ce que c'est parce qu'elles coûtent trop cher? Est-ce que c'est parce qu'on croit qu'elles ne sont plus capables, qu'elles n'ont plus envie? Ça me fait penser à... J'ai déjà travaillé dans une start-up. Et une fois, je discutais avec un responsable, un DG, le DG de la start-up. Les startups, c'est un environnement où on privilégie plutôt les jeunes. On a du mal à recruter les personnes plus âgées en général. Et ce DG m'a dit, je peux pas recruter enfin, j'aurais du mal à recruter des personnes âgées parce que elles seront plus fatiguées. C'est Elles en terrible. auront marre. Ça va être compliqué pour elles. Sur le coup, enfin, je n'ai pas compris. Mais en tout cas, voilà une réponse d'un DG que je vous partage aujourd'hui. Il y a tout cet imaginaire sur le fait que voilà, on prend de l'âge, donc on est plus fatigué, on a moins envie. Et parfois, c'est vrai, en effet, mais il y a des jeunes qui peuvent être fatigués et qui peuvent ne pas avoir envie également. Donc, ces freins sont totalement justifiés, mais il faut être capable de les mettre de côté, en fait. Quand Ouais, on parce que recherche du un coup, emploi, quand on t'entend dire ça, on se dit, oh là là, bah, donc là, c'est mort, quoi. Donc, si j'ai 45 ans et que je veux me reconvertir, c'est non, foutu. c'est pas mort, c'est juste qu'il faut se dire que ce sera plus compliqué. Il faut être pragmatique. Ce sera plus compliqué, mais ce n'est pas mort si je garde l'objectif en tête, si je me dis que oui, je peux le faire, si j'ai confiance en moi. En fait, il faut une force mentale de malade. Il faut vraiment garder confiance et il y a pas mal d'actions aussi qu'on peut faire pour trouver cet emploi. Donc, il faut réfléchir à sa méthode de recherche. Il y a plein de choses que la personne peut faire. En tout cas, ce qui est très important, c'est être patient et garder cette confiance en soi. Ça, c'est Mhm. sûr. Ça va aider, non? D'où l'importance aussi d'avoir un projet qui nous ressemble vraiment et pour lequel on est vraiment motivé, on l'a vraiment à cœur. Et c'est pas juste une petite lubie comme ça, on se dit bah tiens, j'aimerais bien changer de métier. Je pense qu'effectivement, plus on a un projet qui est aligné avec soi-même, avec ses valeurs, avec ce qu'on a vraiment envie de faire, peut-être même des fois ce qu'on a toujours voulu faire, hein, mais que parce qu'on a écouté ses parents, parce que on a écouté ceux qui nous disaient que bah non, faut aller dans de la filière scientifique, faut aller faire des études d'ingénieur parce que c'est comme ça que tu trouveras du travail. Il y a des personnes qui se rendent compte justement à 40 ans passés que finalement elles se sont jamais écoutées et que ce qu'elles portent vraiment en elles, c'est quelque chose de beaucoup plus aligné sur, par exemple, un métier artistique ou autre. Donc, je pense que ce que tu dis, c'est important parce que voilà, d'où l'importance, en tout cas, d'être sûr de son projet, d'avoir travaillé son projet et d'avoir des arguments aussi pour pouvoir parler de son projet et de dire pourquoi il nous plaît. Alors, justement, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, selon toi, de ce qu'il faut faire pour réussir à intéresser un recruteur quand on est comme ça à vouloir justement changer d'orientation et essayer autre chose. Comment on peut s'y prendre? Alors si ces freins, comme tu dis, ils existent, mais pour autant qu'il y ait des solutions, qu'est-ce que ça peut être? Ok. Quand on est en reconversion,
C'est comme si on est un junior finalement. On a peu d'expérience, on n'a peut-être pas le réseau aussi, on ne connaît peut-être pas les bonnes personnes en entreprise qui vont nous pousser. Donc, moi, je dirais qu'il faut faire trois choses. En fait, ça reprend le triptyque savoir, savoir-faire et savoir-être. Il faut développer ses connaissances théoriques, bien sûr, pour être plus confiant et être plus légitime, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, être plus pertinent. Pour que le projet soit plus pertinent, il faut développer ses connaissances théoriques. Donc, ça peut être une formation, mais pas que. Aujourd'hui, vous pouvez vous former en regardant des vidéos, des MOOC. Donc, si vous êtes dans votre projet de formation, de reconversion, pensez à développer vos connaissances, mais même à la fin, en fait, quand vous avez obtenu votre diplôme, continuez à vous intéresser à l'actualité de votre nouveau secteur d'activité. Vous pouvez rencontrer aussi des professionnels qui sont déjà dans le domaine. Si par exemple je suis RH et je veux devenir commercial, je peux très bien me contacter sur me connecter sur LinkedIn avec des commerciaux, femmes ou hommes, et poser des questions, quoi, pour savoir comment ça se passe concrètement, quels sont les avantages, les points positifs, négatifs du métier. Enfin voilà, vraiment accroître mes savoirs. Mhm. La deuxième chose, savoir-faire. Je sais que ce n'est pas évident parce qu'on est en dehors de l'entreprise, mais l'idée, c'est de mettre de la pratique dans son quotidien, Ouais. de faire des actions où on peut mettre en œuvre toutes les connaissances théoriques que l'on a euh, apprises, pour le coup. Euh, donc, si je reprends la commerciale, par exemple, la RH ou la recruteuse qui veut devenir commerciale, c'est essayer de faire des projets. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des associations pour les chercheurs d'emploi qui, euh, qui offrent l'opportunité de mettre en place des projets pour des entrepreneurs. C'est ce qu'on appelle des... En fait, vous devenez porteur de projet. Voilà, pour Mhm. un entrepreneur. Vous allez aider l'entrepreneur sur son projet et amener vos différentes compétences et travailler avec lui, en fait. Il y a CoJob qui fait ça, par exemple. C'est une alternative. Vous, de votre côté, bah, vous testez vos compétences et vous pouvez ajouter cette mini-expérience, voire cette expérience carrément, à votre CV. Ouais. L'expérience, il ne faut pas le voir comme... Il n'y a pas que le salariat, finalement. On peut avoir de l'expérience de manière bénévole. On peut soi-même créer sa propre expérience, Mhm. pardon. Et on peut faire appel à des amis aussi. On peut travailler pour des amis de manière bénévole ou pas et aider la tante commerciale, l'aider sur son projet, aider son cousin qui est en marketing, on peut l'aider aussi. Mhm. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, comme je suis, parce que j'ai vécu de recherche d'emploi, qui était qui était assez longue en fait. La première, elle était de 6 mois et la deuxième, elle était de 10 mois. Ouais. Et j'ai des compétences en RH et en com. La première recherche d'emploi, on m'a souvent dit, tu n'as pas d'expérience. Va falloir vous habituer à entendre cette phrase en fait. On va vous dire souvent, vous n'avez pas d'expérience. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, comment je peux, à mon niveau, créer une mini-expérience et la mettre dans mon CV? Bah, je me suis dit, je vais créer un blog. Quelque part, il y a des gens en entreprise qui sont payés pour créer des blogs, donc c'est une expérience. Comme ça, je mets en avant mes compétences en communication, je rédige des articles, etc. Et je mets en avant mes savoirs en RH parce que je rédige des articles qui parlent de recrutement, de recherche d'emploi, d'accompagnement pro, etc. Mhm. C'est une technique aussi. Tu t'es créé effectivement du coup une expérience à mettre sur ton CV. Mm. Je pense que c'est très important de faire ça quand on est en reconversion. Pour Mhm. rassurer, ça va rassurer le recruteur en fait et l'opérationnel. Mm. Et en plus, vous allez montrer vos qualités. Vous allez montrer que vous êtes débrouillard, créatif, si vous l'êtes vraiment. Vous êtes patient, communicant, etc. En créant votre expérience, vous allez démontrer les savoir-être. Mhm. Et donc, c'est la dernière chose, la troisième chose dont je parlais tout à l'heure, les savoir-être. Mm. On a tendance à dire que la personnalité, voilà, ça compte pas vraiment. Ce qui compte, c'est les savoirs, les savoir-faire. Mais c'est faux. On recrute une personne en prenant en compte ses qualités. On va évaluer
ses traits de personnalité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des tests de personnalité. C'est qu'on cherche bien à savoir la qualité de la personne. Donc, quand vous n'avez pas l'expérience ou quand vous avez moins d'expérience, je vous invite vraiment à mettre en avant vos qualités et votre personnalité. C'est ça qui va faire la différence. Ouais. Et votre motivation aussi, pour le coup. Oui, et la motivation, bien sûr. Donc moi, je dirais par rapport aux qualités, de les incarner. Parce qu'il y a une chose, il y a deux choses. Le fait de parler de ses qualités, je suis patient, je suis curieux, mais le fait de les incarner. Donc, c'est ce que je disais dernièrement dans un post sur LinkedIn. Si vous êtes créatif, créez un nouvel outil de candidature. Là, vous démontrez que vous avez cette qualité et que l'opérationnel, si l'opérationnel recherche la créativité, Ouais. il aura envie de vous rencontrer. Mm. Mm. Là, Donc avoir cette qualité justement, enfin en tout cas cette volonté d'incarner effectivement ces qualités personnelles et qu'on n'ait pas juste quelque chose à lire, mais quelque chose qui le prouve et qui le démontre, que ce soit dans la lettre, que ce soit dans la candidature, que ce soit dans l'approche aussi. Parce que je oui, pense que dans le cadre d'une reconversion, alors n'hésitez pas à poser vos questions aussi à Roselyne sur le sujet. Si vous avez vécu des choses comme ça ou si vous vous posez des questions, on les traitera bien volontiers. En tout cas, moi, ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne dans ce cadre-là, c'est de dire, OK, vous n'avez peut-être pas justement l'expérience, toutes les lignes qui vont bien sur votre CV. Et effectivement, comme tu dis, par rapport à quelqu'un qui a fait sa carrière là-dessus, on sera toujours moins bien. Par contre, ce que vous avez peut-être de plus, c'est encore une fois cette motivation et vous avez aussi tout un tas d'expériences professionnelles, de compétences, de qualités qui rentrent tout à fait dans ce cadre-là. Donc, sans forcément parler du métier et de l'expérience en tant que telle, on peut aussi apprendre peut-être à parler de ces expériences-là pour montrer quelles sont, comme on dit, des compétences transférables sur un autre métier. Je ne sais pas ce que tu penses de cet aspect-là, le fait de retravailler finalement ses compétences en disant, bah, OK, puisque j'ai fait ça, ça, ça veut dire aussi que j'ai ces qualités-là et j'ai ces compétences pour faire telle ou telle chose que vous demandez aujourd'hui dans votre poste. ouais, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est toujours intéressant de prendre du recul sur sa vie de manière globale et voir ce qu'on a pu faire dans le cadre personnel, en fait. Toutes les activités qui nous passionnent, le bénévolat, nos centres d'intérêt, tout ça, c'est riche d'informations. Ça en dit beaucoup sur vous, sur vos capacités, qualités. Et bien sûr, vous pouvez en parler dans votre CV, en entretien. Vous pouvez en parler à partir du moment que ça vous met en valeur et que Mm. ça met en avant votre personnalité, bien sûr, il faut en parler. Ouais. Alors c'est un point du coup sur lequel je rebondis, mais la partie qu'on met dans les CV, vous savez, un peu divers ou activités, loisirs, etc. Alors on peut voir de tout comme de rien dans ce genre de partie. Moi, je dis toujours, si c'est pour voir que je fais de la lecture, de la randonnée et que j'aime aller au cinéma, vaut mieux pas l'écrire. Enfin, je veux dire, ça n'apporte aucun intérêt. En revanche, comme tu dis, c'est vrai que certaines activités ou certaines activités associatives peuvent démontrer justement des qualités, des compétences qui viennent ajouter de la valeur ajoutée justement à mon CV et à ma candidature. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Je Donc suis ça, d'accord. c'est un point qu'il faut pas négliger parce que c'est une opportunité en fait de dire quelque chose de plus sur soi. En Bah, revanche, la rubrique centre d'intérêt, pour moi, elle est essentielle. mm, On ne peut pas faire un CV sans cette rubrique parce que c'est là où le recruteur aura accès encore plus à votre personnalité. Et c'est là qu'il pourra percevoir davantage vos qualités qui sont transférables et nécessaires pour occuper votre nouveau poste. mm, Donc oui, pour moi, centre d'intérêt, obligatoirement, on doit mettre des activités, mais tu vois, pas que, je dirais aux personnes de pas mettre uniquement des expériences associatives, par contre, parce que j'ai déjà vu des chercheurs d'emploi, pour en avoir accompagné, leur CV,
la partie rubrique, la rubrique centre d'intérêt, on voyait que la personne se cachait quelque part et elle mettait en avant des choses qui forcément allaient servir. Oui, c'est bien de faire ça, mais en même temps, faut pas qu'il y ait trop de calculs aussi, tu vois. Moi, je reste persuadée que c'est important de se dévoiler. Et parfois, une petite anecdote, un petit centre d'intérêt qui, comme ça, a l'air anodin, ça va plaire le recruteur. Mhm. On oublie que le recruteur est aussi un être humain. Ouais. Il y a des personnes qui recrutent parce que elles vont se reconnaître en vous. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un, par contre, cette personne n'était pas en reconversion, mais elle avait très peu d'expérience. Mhm. Elle a postulé dans une grande banque, je ne sais plus laquelle, BNP Paribas, Société Générale, je ne me rappelle plus. Mais cette Ouais. personne avait moins d'expérience et était fan de rugby. Et il se trouvait que le recruteur aussi était fan de Mhm. rugby. Elle l'a mis dans son CV, elle a été appelée et après en entretien, ils ont beaucoup parlé de rugby. Je pense qu'ils n'ont pas parlé que de ça, mais ils ont beaucoup parlé de ça. J'espère. Ouais. Au final, elle a été recrutée. Ouais. Alors qu'il y avait d'autres candidats qui avaient plus d'expérience. Mm. Mais ouais, mais Ça peut être injuste, mais ça peut être juste pour les personnes, tu vois, qui n'ont pas l'expérience. C'est juste de pouvoir se dire, à côté de ça, j'ai ma personnalité, j'ai intérêt à la mettre grave en avant parce que je peux séduire le recruteur ou l'opérationnel grâce à ça. ouais. Et puis effectivement, enfin derrière chacune des activités, ça reflète des valeurs, ça reflète une personnalité. Si je fais du piano au conservatoire ou de la musique classique, je suis pas la même personne que si je suis chanteuse dans un groupe de rock, par exemple. C'est vrai que tout de suite on se dit bon ben voilà, c'est quelqu'un qui sait s'extérioriser, qui sait parler en public, voilà, qui semble avoir une personnalité. Enfin voilà, c'est toutes ces petites choses là qui peuvent aider à donner des choses en plus. Alors, c'est un sujet, d'ailleurs, enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis il faut accepter de se dévoiler, en fait. Et je pense que plus on est en reconversion et moins on a d'expérience, plus justement il faut mettre le paquet, en fait, sur justement qui on est, pourquoi on est intéressé là-dessus, et donc oser finalement parler de soi et pas faire un truc plan-plan Voilà. euh, et standard. Qui dit rien sur soi. Et donc, tu avais fait notamment un article dont je fais souvent référence sur les lettres de motivation. Parce que la lettre de motivation, justement, je ne sais pas si tu peux en parler un peu, c'est aussi peut-être un moyen d'interpeller le recruteur quand on n'a pas forcément toute l'expérience imaginable possible pour justement attirer son attention, non? Alors oui et non. Tout dépend comment est écrite cette lettre de motivation. Mm. Donc en effet, ça peut être un outil intéressant si on se dévoile vraiment, tu vois. Si on fait copier-coller des autres lettres de motivation, ça va pas prendre et le recruteur ne va pas la lire. Mm. Mais si on utilise cet outil finalement comme un outil de storytelling et on décide de raconter son histoire, d'être moins dans le faire et plus dans l'être en fait. Mm. Si on rédige un texte où on explique pourquoi on a fait cette reconversion, par exemple. Moi, j'ai déjà recruté des personnes qui avaient un autre parcours, mais à chaque fois, elles ne m'expliquaient pas pourquoi Mm. elles ont choisi de faire cette reconversion. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un moment précis, un déclic, une lassitude? Enfin, c'est l'occasion, en effet, dans la lettre de motivation, de présenter votre mini-histoire et de dire pourquoi vous avez fait ce choix et pourquoi vous avez envie de travailler dans cette entreprise aussi. C'est Mm. important de parler de soi, mais de parler de l'autre aussi. Ouais. D'ailleurs, en communication, on recommande toujours de parler de l'autre Mm. avant de parler de soi. Ouais. Donc oui, la lettre de motivation, elle peut être intéressante, mais en même temps, il y a beaucoup mieux aussi comme outil. Il peut avoir des outils beaucoup plus efficaces. Parce que le problème avec la lettre de motivation, c'est déjà, le recruteur, il a un a priori pour l'opérationnel. Il va se dire, ça va être chiant, en fait. Il peut se tromper, mais il va se dire ça. Donc c'est pour ça que ça devient plus intéressant de créer un autre outil pour créer la surprise, surprendre, forcer le recruteur ou l'opérationnel à cliquer et ouvrir votre outil, en fait. Quand tu dis un autre outil, par exemple, alors. Moi, je pense à un article, la rédaction d'un article, par exemple. Vous Mhm. pouvez bien rédiger un article et dedans, vous expliquez un moment fort dans votre vie. Pourquoi pas?
Comme ça, on est focus sur l'être qui je suis. Ou vous expliquez, je sais pas, vous pouvez parler d'une problématique métier, par Mhm. exemple, une problématique liée à votre nouveau domaine d'activité. Vous posez une question. Imaginons, je suis dans le recrutement, voilà, comment créer des entretiens de recrutement sympas, c'est ma problématique. J'explique dans mon texte, dans mon article, et je propose des axes d'amélioration. Ouais, Ça peut être une idée. Ça peut d'accord. être très intéressant parce que vous allez rassurer, puisque le recruteur a l'impression que vous n'avez pas les savoirs ni les savoir-faire, là, vous allez lui démontrer que si, j'ai déjà Mm. réfléchi, j'ai des pistes d'amélioration à te proposer. Viens, on en discute. Tiens, D'accord. Ok, donc sortir, voilà, essayer de trouver des choses qui soient un peu innovantes et qui sortent un peu de l'ordinaire de la lettre classique et du CV classique. Ceci étant, on sait aussi, enfin, en tout cas pour avoir fait des recrutements, que la lettre, on ne la lit pas toujours, faut être honnête. Et on la lit, enfin en tout cas moi c'était mon cas, on la lit généralement, bah tiens, Cécile qui pose la question, les lettres sont-elles encore lues? Je sais que pour ma part, en tout cas quand j'étais RH, je ne lisais les lettres que des candidats qui m'intéressaient de par leur CV. Donc il y a un premier filtre CV et un deuxième filtre avec la lettre. Je ne sais pas comment toi tu procèdes, est-ce que tu penses des lettres de motivation, est-ce qu'elles servent encore à quelque chose ou pas? moi, j'aime beaucoup la lettre de motivation. J'aime beaucoup parce que j'aime bien lire, découvrir et j'aime bien écrire. Quand j'étais recruteuse, ça dépendait des jours, franchement. Il y a des jours où je ne faisais pas attention à la lettre de motivation. Et il y a des fois où je prenais le temps, je lisais la lettre de tous les candidats, mais très rapidement. Mhm. Lorsqu'il y avait une lettre qui était très intéressante, là, je prenais le temps, je relisais. Il m'est déjà arrivé de lire plusieurs fois une lettre de motivation tellement elle était bien écrite. Et j'ai le même constat que toi, en fait. La plupart des recruteurs aujourd'hui ne la lisent pas parce qu'ils ont cet a priori, parce qu'elle est très mal écrite, comme je l'ai expliqué dans mon article. Donc, c'est pour ça que je vous recommanderais davantage d'aller vers un autre outil de candidature, un article, autre chose. Mhm. Donc, d'accord. Alors, est-ce que tu peux, je voyais Caroline qui disait, on veut se reconvertir suite à une période de burn-out. Je comprends. Enfin voilà, Caroline, je ne sais pas si vous pouvez préciser par rapport à ça. Euh, En tout cas, toi, donc, qu'est-ce que tu proposes en termes de services pour pouvoir aider justement des personnes qui sont comme ça dans cette phase de reconversion? Enfin de reconversion ou pas d'ailleurs, mais en tout cas dans une phase de reconversion puisque c'est là que ça nous intéresse. Attendez, ouais, je lis la question d'Alexandra qui est encore sur la lettre de motivation avant que tu répondes à la question. Doit-on aborder sa période de burn-out dans la lettre de motivation? Il y aura un trou dans nos CV et cela va engendrer des interrogations. Et Caroline voulait dire tout à l'heure comment expliquer notre reconversion suite à un burn-out. D'accord, ok, je comprends ce que tu veux dire. Euh, Donc, donc, faut-il faut- mentionner la période de burn-out dans une lettre de motivation? Moi, je pars du principe qu'il ne faut pas le mentionner, ni même en entretien, en fait. Parce que c'est un point noir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, quelqu'un qui a fait un burn-out, on a tendance à mettre la faute sur vous, en fait, à mettre la faute sur la personne et à se dire, elle est trop fragile, elle aurait dû dire stop. On a tendance à se dire que c'est d'abord votre faute, malheureusement, alors que ce n'est pas le cas. Donc là, vous donnez une information négative à votre sujet, alors que l'objectif est de vous mettre en valeur. Ça n'a pas de sens. Vous voyez, c'est. Après, je peux comprendre que vous ayez envie d'être transparent, sincère, etc. Mais clairement, là, vous vous mettez, je sais un plus, je frein, me rappelle plus de l'expression, mais vous mettez, je sais plus bâton comment on dans- dit. se mettre un bâton dans les roues, non? Voilà, merci. Clairement, vous faites ça. Donc, le burn-out, c'est du passé. C'est une période qui a été négative pour vous, qui ne va pas vous mettre en valeur. Et non, je vois pas l'intérêt d'en parler. Pour moi, il ne faut pas en parler, il ne faut pas le mentionner sur le CV. Et en entretien, pareil. Il ne faut surtout pas parler de choses qui vont jouer en votre défaveur. Donc, en effet, ça va faire un trou dans votre CV. Soit vous trouvez une autre information, soit vous montez, hein.
On peut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je pars du principe que tous les recruteurs ne vous disent pas toute la vérité. Donc, le candidat, il faut être stratégique. Parfois, il faut mentir, malheureusement. Donc, soit vous mentez, soit vous expliquez que vous avez fait une année de césure, soit que vous avez pris ce temps pour vous poser des questions, redéfinir votre projet professionnel, trouver autre chose, mais ne dites pas j'ai eu un burn-out, honnêtement, parce que ça fait peur. Et il faut rassurer la personne en face de vous. Ouais, tout à- Dis-moi oui. de l'autre question, par contre. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, ouais, effectivement, enfin, en tout cas, si je peux donner mon avis également sur le sujet, je pense que c'est absolument pas une chose à mettre dans la lettre, parce que vous vous sclérosez, vous vous stéréotypez de suite. Donc, et souvent, hein, et c'est tout le travail que vous devez faire et que je fais en tout cas avec les personnes que j'accompagne, le burn-out, il n'arrive pas par hasard aussi. C'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ne nous convenaient pas dans l'organisation, dans la mission, etc. Et donc, vous pouvez très bien, pas dans la lettre de motivation, parce que on va pas dire pourquoi on est parti de telle ou telle société, mais en tout cas, y compris lors de son entretien de recrutement, plutôt que de parler du burn-out, on va parler de tout ce qui ne nous convenait pas dans le précédent poste et qui explique qu'aujourd'hui, on recherche une activité ou un métier qui, bah, logiquement, seront à l'inverse ou en tout cas viendront contrecarrer les éléments qui ne nous plaisaient pas. Mais c'est pas effectivement du tout quelque chose à mettre en avant. Donc, dans la lettre de motivation, on va expliquer encore une fois pourquoi on veut changer d'orientation, pourquoi et quels sont les arguments que l'on a par rapport à ça, par rapport à sa qualité, par rapport à ses expériences, par rapport à des expériences personnelles, comme tu dis, ou extra-professionnelles. Et ensuite, on travaillera le discours de façon à, sans doute, la plupart du temps, éviter de dire et de parler du burn-out qui n'a pas forcément d'intérêt. Après, il y a des personnes qui ont besoin de le dire, et auquel cas, il n'y a pas de souci avec ça pour le dire, mais ça doit être anecdotique. Et surtout, on doit avoir pris soin avant de bien expliquer concrètement et factuellement les raisons qui nous ont conduit à ce genre de situation. Alors ça, tout ça, je l'ai abordé dans dans une autre vidéo, donc on va pas trop revenir là-dessus. Et donc la deuxième question dont on parlait, euh, alors Caroline disait comment expliquer notre reconversion après un burn-out, comment l'expliquer. Mais donc, je pense que tu as répondu à la question, hein, de dire pourquoi, en fait, pourquoi, qu'est-ce qui me plaît là-dedans, et qu'est-ce qui fait sens dans cette réorientation. Ouais, en fait, je ferais même pas le lien avec le burn-out. Je Mm, resterai plus sur la reconversion. Comment expliquer ma reconversion? Tu l'as très bien dit, dire ce qui fait sens. Est-ce mm, qu'il y a eu un moment clé, un déclic? Euh, qu'est-ce que... Oui, on peut très bien dire ce que je n'aimais pas dans mon ancien poste, mm, ou alors il y avait un manque d'alignement, pour reprendre ton expression, mm. ou alors j'ai évolué. Aujourd'hui, je préfère travailler dans un nouveau secteur d'activité. Juste expliquer ce qui vous a conduit à ce choix-là. Ouais. Et Franchement, il ne faut le, pas chercher midi à 14 heures, hein, pour le Ouais, coup. ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et quand on disait la question sur le trou sur le CV, enfin, ta réponse, je pense que c'est la bonne. Enfin, en tout cas, de dire, voilà, j'ai profité, tout ça ne m'allait pas, j'ai préféré partir, j'ai pris du temps pour me poser les bonnes questions, réfléchir à ce que je voulais faire. Et puis voilà, on n'a pas besoin de s'apesantir sur, bah oui, j'étais au chômage, alors rupture conventionnelle, et puis j'étais malade. Enfin, voilà, on n'a pas besoin de dire tout ça. C'est ce qu'ils ont, c'est mentir par omission, mais c'est pas nécessaire. Alors malheureusement, Après, le trou, on peut le combler stratégiquement aussi. On peut créer une rubrique, une sorte d'expérience, et au lieu de mettre un intitulé de poste et une entreprise comme vous l'avez fait pour vos autres expériences, vous pouvez mettre en donc intituler cette expérience-là entre guillemets, vous pouvez mettre en réflexion professionnelle ou en réflexion sur un projet professionnel. Mm, Et ensuite, à l'intérieur, vous listez avec des petites puces, mm, 3, 4, 5 maximum. Sinon, après, ça fait trop. Et vous listez les différentes actions que vous avez pu faire. Par exemple, j'ai discuté, échangé avec des commerciaux pour connaître mm, le métier. Vous pouvez écrire ça comme phrase. Autre phrase, je me suis renseignée sur les différents process. Euh, j'ai lu beaucoup de bouquins.
j'ai fait un Donc, stage. oui, voilà, tout à fait. Il y a une personne que j'avais accompagnée qui, elle, avait fait un voyage à Amsterdam. Et apparemment, c'est une ville qui met en valeur beaucoup le graphisme, tout ce qui est graphique, beauté, design. C'est une ville assez importante, assez précieuse par rapport à ces sujets-là. Et elle est allée à Amsterdam et ça a changé vraiment beaucoup de choses pour elle. Elle s'est dit, je veux faire du graphisme. Donc, vous pouvez très bien mettre dans cette expérience, voyage dans tel pays. Et voilà. Important Ouais. d'utiliser des verbes d'action, par contre. C'est Mm. vrai. Rencontrer, échanger avec des professionnels du commerce, voyager à Amsterdam, Mhm. lire des bouquins, Mm. et là, vous comblez votre trou. Pour combler le trou et dire qu'on n'a pas rien fait, mais qu'on a construit son projet en attendant. Tout à fait. Florence qui nous dit on peut envoyer son CV sans lettre de du coup Roselyne on peut envoyer son CV sans lettre de motivation mais avec un article joint sur un moment fort qu'on veut partager par exemple. Tout à fait. Tout à fait. C'est une très bonne idée. Le CV, c'est un outil incontournable, obligatoire même. Et l'article rédigé, focus sur un moment fort pour vous, c'est très bien. Là, on a accès à qui vous êtes. Le recruteur, l'opérationnel pourra mieux percevoir vos qualités, votre personnalité. Donc, c'est top. En plus, s'il est curieux, si l'opérationnel, ou s'il est curieux ou si elle est curieuse, parce que ça peut être une Mm. femme, il aura envie de vous poser des questions. Mm. Il aura envie de vous appeler. Mm. Et vous vous demandez, voilà, est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, là, là. Et donc, vous avez plus de chances d'avoir un entretien. Mm. En fait, la recherche d'emploi, c'est comme dans la vie de tous les jours. Ce sont des rencontres entre humains. Et il faut éveiller la curiosité, Donner il faut donner envie. envie Mm. et surprendre. Si vous faites tout ça, vous avez plus de chances d'obtenir des appels téléphoniques et des entretiens. Mm. Gardez ça en tête, surprendre et éveiller la curiosité. Voilà et être authentique hein. Ouais, je pense que c'est Oui, aussi voilà oui, du bien coup sûr. qui va avec ton La discours et ce que base, tu as développé avant. Ouais. c'est la base. Alors, est-ce que tu peux nous parler de tes services, en tout cas des services que tu proposes pour accompagner justement, que ce soit, alors surtout là, les chercheurs d'emploi pour sublimer justement leur identité professionnelle? Oui, alors j'ai un accompagnement professionnel qui est sur plusieurs semaines en fait. Il y a deux formules, un sur 2 mois et un sur 3 mois. Donc l'accompagnement s'appelle Séduit avec ton identité pro. D'accord. L'idée, c'est de travailler sur trois choses. Je vous aide à créer votre identité visuelle, donc à vous faire remarquer sur LinkedIn essentiellement, parce que ça reste le premier réseau social professionnel. Je vous aide à plus vous mettre en valeur aussi, à mieux raconter votre histoire professionnelle. Donc il y a toute une phase où je vous pose des questions, quelles sont vos réussites, vos qualités, etc., vos moments clés. On fait une sorte de brainstorming et on voit ce qui est intéressant, on met en avant ça. Et il y a une partie dédiée à l'audace. En Des fait, quoi? il y a une partie qui est dédiée à l'audace. Ah, à l'audace, d'accord. Je vous aide à être plus audacieux, à mettre en place des actions, à créer des outils de candidature totalement différents. Mhm. Donc, c'est un accompagnement qui se fait à distance. Il y a certaines rencontres qui sont en face à face et c'est individuel. Donc, on est face to face, on est tous les deux. Et à côté de ça, donc, je vous donne l'information en exclusivité parce que je Mhm. les connais même pas sur LinkedIn. Donc là, je vais sortir prochainement un programme en ligne. Je n'ai pas encore le nom, mais je sais que le programme, son objectif, c'est de vous aider à mettre en avant votre personnalité pour trouver le job qui vous ressemble. Mhm. Euh, je suis un peu triste de voir beaucoup de professionnels dans des jobs qui ne leur conviennent pas, des jobs qui les épuisent et dans lesquels ils ne se sentent pas bien. Donc, moi, je vais vous aider, vous donner des clés pour trouver ce job qui va être en lien avec vos valeurs, votre personnalité, vos savoir-faire, etc. Donc, c'est un programme en ligne. Il y aura 10 modules, beaucoup de vidéos. Donc là, ça y est, je me dévoile, je me présente en vidéo. Ce sont des vidéos assez longues parce qu'il y a beaucoup d'astuces que je partage. On va parler par exemple du CV. Concrètement, je vous explique comment personnaliser votre CV.
Je vous explique aussi comment mieux vous présenter en entretien, comment mieux séduire et raconter votre histoire pro pour donner envie aux Mhm. recruteurs. Et il y a aussi une partie dédiée à la méthode de recherche, parce qu'on se focus beaucoup sur les outils, mais la méthode est très importante. Donc, je vous aide à mettre en place une méthode plus audacieuse, où on va chercher ce job qui nous donne envie, on va chercher ce recruteur, cet opérationnel. Donc, D'accord. le programme, il va sortir bientôt, à la fin du mois. Et voilà, je pense que Catherine va partager le lien, oui, parce que j'ai créé une liste où vous pouvez vous inscrire. Comme ça, je vais vous envoyer les informations directement par mail. Ouais, donc je le rajouterai en haut de la description de la vidéo là de l'interview pour ceux qui sont intéressés, comme ça pour en savoir plus au moment où ça sortira et ensuite voir si c'est quelque chose qui vous intéresse pour justement essayer de sortir du lot et de trouver les bonnes astuces pour justement bah voilà, faire une candidature qui percute encore une fois. C'est exactement ça. Donc, il y avait un dernier commentaire de Sandrine qui disait: Mes choix sont, je n'étais plus alignée, un besoin d'évoluer, j'ai effectué une immersion professionnelle, un besoin d'apprendre, qu'en pensez-vous? Donc, ça, c'était en réaction à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on peut très bien dire, je pense, dans le cadre d'un entretien. Pour dire voilà, ça ne me plaisait plus, ça ne fonctionnait plus, j'avais besoin d'évoluer. En plus, vous avez fait une immersion, donc vous savez de quoi vous parlez et vous avez des arguments pour expliquer ce qui vous a plu. Donc en tout cas, ça me semble être une bonne façon de procéder. Et il n'y a pas d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas, c'est le moment. Mais en tout cas, on va clôturer sinon cette interview. Merci beaucoup à toi. Passe Bah, vite. oui. Et oui, tu vois, ça fait bah, presque une heure. Hein, tu vois, on avait dit. Ah Ça passe vite ouais? quand on s'amuse. Ok. Ouais. Ouais, c'est vrai. Donc, en tout cas, merci beaucoup à toi d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, un mot de la fin? Soyez audacieux. Soyez audacieux. Arrêtez de vous cacher aussi, sincèrement. Je vous Ouais, assure, la personnalité, il n'y a pas de recrutement objectif. Ça n'existe pas. Il y a toujours une part de subjectif quand on recrute quelqu'un. Donc, jouez mm, sur ça, soyez audacieux, montrez-vous, arrêtez de vous cacher et faites-vous plaisir aussi. Parce que c'est mm, important de faire des choses qui nous donnent envie. ouais. Et c'est comme ça qu'on dégage de l'émotion, hein. Et comme le Exactement. disait Roselyne, c'est vrai qu'un recruteur, c'est une personne, un homme, une femme, qui sera touché, peut-être pas par votre CV avec votre longue expérience, mais qui peut être touché par l'émotion que vous saurez dégager justement en vous dévoilant. Et en expliquant pourquoi vous avez envie de vous réorienter. Donc, je pense que ça, ouais, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut insister et forcément votre plaisir, tout ça, ouais, c'est quelque chose à partager. Ça se communique en fait, tout simplement. L'émotion, ça se communique Tout à et fait. ça crée du lien. Et au final, ben, si vous créez du lien, en fait, ouais, je terminerai sur ça. euh, on a tendance à se focaliser sur la transmission d'informations en entretien. Mais on doit créer du lien. On Mm. doit créer du lien avec une personne qu'on ne connaît pas. Et le fait de se dévoiler, de jouer sur les émotions, vous créez du lien. Et donc, vous avez plus de chances après d'être embauché. Parce qu'il y a déjà ce petit lien. On veut en savoir plus, on veut travailler avec vous au final. Donc, Ouais, ouais. Et c'est ce qui fera toute la différence, surtout en reconversion, c'est ça. plus qu'autre chose. En tout cas, un grand merci à vous tous qui nous avez suivis en direct. Merci à ceux qui nous regarderont en replay. Encore une fois, ce replay sera accessible jusqu'à lundi. Et puis, encore une fois, merci beaucoup, Roselyne, d'avoir accepté cette invitation. Et Merci toujours je, de m'avoir mais, proposé cette interview. C'est sympa. C'est ouais, sympa. J'aime bien, tu finalement. vois, tu recommenceras, donc tu reviendras. Ouais, ouais, bah ouais, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Et puis, bonne journée à tout le monde et à très bientôt pour un prochain live sur Facebook. Envolez-moi. Bye bye. Bye bye.